Et là, il m'a dit, écoute Joël, deux choses, tu es séropositif à l'hépatite et tu es séropositif au VIH. Ce qui peut être surprenant, c'est que le premier message, il est passé, mais pas le second. Pour le VIH, c'est sûr que c'est une maladie qui a une dimension sociale qui est très forte. Donc ne pas la prendre en compte dans la prise en charge des patients, ça me paraît maintenant un non-sens. Alors bonjour, moi je suis Jeanne Goupil, je suis infectiologue et je travaille à l'hôpital Avicenne à Bobigny et à l'hôpital Jean Verdier à Bondy. Et donc je suis infectiologue. Joël Vermont, j'ai donc 57 ans, je suis séropositif depuis 1992. Un parcours assez chaotique avec la maladie, avec le vécu de la maladie et donc j'ai connu la phase sida et depuis maintenant 7 ans, donc je suis conseiller placement chez Pôle emploi, donc sur la ville de Paris uniquement. Et donc, est-ce que, Joël, tu pourrais nous raconter un petit peu l'annonce de la séropositivité, qui était donc dans les années 90, qui n'est plus la même, il n'y a plus les mêmes enjeux, je veux dire, à l'heure actuelle, mais est-ce que tu pourrais nous raconter Alors, moi particulièrement, l'annonce de ma séropositivité a été faite un peu, on va pas dire à l'encontre de ce qu'on peut connaître, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est mon médecin traitant qui était client, parce que j'étais à l'époque dans un établissement bancaire, avenue de la République à Paris, et il était client. Donc, je cherchais un médecin, moi, pour mes petits bobos de tous les jours, et j'étais venu le consulter pour des problèmes de fatigue très, très fortes, des bronchites qui avaient du mal un peu à se soigner, et on a commencé à échanger et je lui ai parlé un peu non pas de ma vie personnelle, mais je lui ai fait un peu comprendre que bon, j'étais pas en couple, mais que bon, il m'arrivait d'avoir des relations à droite à gauche. On est dans les années 80-90, l'homosexualité venait à peine d'être autorisée, donc je lui annonce aussi que je suis homosexuel et en parlant, il me dit, écoute, il serait peut-être bien qu'on fasse un dépistage VIH et un dépistage hépatite. Alors, je lui explique, je dis oui, pourquoi pas, hein. De toute façon, il faut bien qu'on essaye de trouver d'où ça vient. Et donc, à ce moment-là, il me dit, voilà, je te fais l'ordonnance, tu vas faire tes prélèvements. À cette époque-là, il fallait attendre 15 jours pour avoir les résultats. Et c'était le médecin, donc référent, qui avait les résultats sous enveloppe. Bon, moi, entre les deux, je retourne travailler, le temps passe, je pense à pas autre chose. Et je crois que c'est un mardi, il vient me voir à l'agence, il me dit j'ai des chèques à déposer et tout ça, puis en même temps il vient au bon bureau, puis il me dit Joël, j'ai reçu tes résultats, est-ce que tu as 5 minutes pour passer me voir? Je dis écoute, oui, je peux demander à partir il n'y en a pas pour très longtemps, le cabinet était à côté. Et toi là, à ce moment-là, excuse-moi, je t'ai coupé, mais là, à ce moment-là, tu sens déjà que, probablement, parce que c'est quand même pas classique de venir te voir, tu sens un truc, comment tu es par rapport à ça? Alors, par rapport à ça, non, pas du tout. J'étais pas du tout dans cette réflexion-là. C'est-à-dire que lui n'est pas venu non plus catastropher en courant. Voilà. Il avait les résultats depuis 48 heures. Il savait que bon, j'étais pas spécialement disponible. Possible état d'esprit d'un mauvais résultat. Et c'est en arrivant dans le bureau, il m'a dit écoute, assis-toi, parce que la période je voyais toujours debout et des choses comme ça. Il me dit assis-toi, donc je m'assois. Et là il me dit on va regarder les résultats ensemble. Et c'est quand j'ai vu sa tête qu'il y avait quelque chose qui allait pas. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il a changé quasiment, je ne vais pas dire d'un sourire ou d'un regard jovial, il est devenu tout blême, quoi, quasiment. Et là, il m'a dit, écoute Joël, deux choses, tu es séropositif à l'hépatite et tu es séropositif au VIH. Ce qui peut être surprenant, c'est que le premier message, il est passé, mais pas le second. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de blackout au niveau du... Je ne l'ai pas entendu, le VIH. Enfin, tu n'as pas entendu le VIH? Non. Tu es resté sur l'hépatite? Je suis resté sur l'hépatite et moi, ça a été très vite dans et tu connaissais un petit peu ces maladies? C'était quelque chose que... Alors, l'hépatite, oui, je connaissais, hein, parce qu'on en parlait, nous, dans le milieu de la banque, on en parlait beaucoup, dans le sens où il y avait quand même commencé à avoir des informations sur les contaminations qui pouvaient se faire. Et moi, je commençais à être un peu intéressé par la prévention auprès des jeunes. Le VIH, j'étais informé tout simplement parce que j'avais quelqu'un de ma famille qui était, donc un frère qui était lui séropositif
depuis quelques années, donc était sans traitement depuis quelques années, et qui, ça faisait 3 ans à peu près quand je l'ai su, et je connaissais déjà les tenants, les aboutissants de la maladie. C'est-à-dire qu'on n'avait rien qui en sortait, on n'avait pas de traitement, et la plupart des signes que lui avait eu, à part le problème pulmonaire, j'avais pas eu de signes identiques. Donc, je pouvais pas du tout me confronter à ça. Sur cette annonce, moi, j'ai eu que ce flashback-là sur l'hépatite, en me disant, ça y est, j'ai l'hépatite B, je vais mourir. Et je suis resté là-dessus. Et comment il t'a accompagné là-dedans, dans cette annonce? Alors, en fin de compte, il a fallu que je le voie le lendemain, parce que sur le coup, moi, j'avais pas du tout imprimé. Ce qui s'est passé après, c'est qu'il j'ai eu la deuxième vague, en fin de compte. C'est quand je suis sorti et que j'ai regardé le papier, donc les résultats, et c'est les résultats qui m'ont fait comprendre que le VIH était positif, et que pour l'hépatite B, il avait donné un résultat lui aussi positif. Et c'est là qu'en fin de compte, le message, c'est là que le message il est apparu en moi, c'est-à-dire que c'est là que j'ai pris la grosse claque. J'étais dehors, je me suis retrouvé, j'étais seul en fin de compte, avec ce résultat sous enveloppe. Il y a une chose qui s'est passée, c'est que j'ai eu l'impression de me retrouver complètement inexistant par rapport au monde qu'il y avait dehors. C'est-à-dire que, un peu comme dans un film où on est complètement statique et on a l'impression que les gens nous traversent, passent à côté, à droite, à gauche. On est plus là. Un peu surréel, quoi. Complètement surréel. J'ai mis facilement une bonne dizaine de minutes, ou 20 minutes à peu près, en gros, hein. J'ai même plus le réflexe de ça. J'ai été au café d'en face, j'ai pris une boisson costaud parce que j'en avais besoin, et j'ai dit, basta, il faut que je retourne bosser. L'annonce s'est passée comme ça. Je me suis noyé dans le boulot parce que j'avais 2 rendez-vous après, et donc la journée se termine. Je suis rentré hyper tard chez moi, donc à l'époque j'étais encore chez mes parents. Il devait être 23h ou 23h30 et ma mère était toujours debout. Et là, elle me voit arriver, bon, j'étais pas spécialement en état non plus, un peu saoul, un peu complètement déboussolé. Et donc, elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout, t'aurais pu m'appeler, parce qu'elle s'inquiétait et tout. Et la seule chose que j'ai réussi à lui dire, j'ai dit, écoute, j'ai quelque chose à te dire. Je crois que je vais mourir, je suis séropositif. Et là, je suis tombé en larmes et j'ai craqué. Le temps de reprendre un peu les esprits. Et elle a eu à un moment donné, quasiment instantanément, elle m'a dit, mais de toute façon, Joël, quoi qu'il se passera, tu resteras mon fils. Et cette phrase, en fin de compte, elle me porte toujours. Ça fait un certain nombre d'années lorsque je suis au fond du gouffre, cette phrase-là résonne, parce qu'en fin de compte, c'est elle qui m'a porté, en fin de compte. C'est elle qui m'a porté à accepter déjà la maladie, d'accepter le résultat, d'accepter la maladie, et voilà, puis de se dire à un moment donné, il faut quand même que je réagisse, quoi. Oui. Et à partir du lendemain, donc j'ai pris rendez-vous à l'hôpital Pasteur. À l'époque, donc on était suivi à Pasteur, et de là a commencé donc la prise en charge médicale. Et raconte-nous un petit peu, parce que c'est vrai que moi je suis jeune infectiologue, oui. Et au final, en fait, c'est quelque chose qu'on nous dit souvent, en fait, nous dans notre parcours, et c'est vrai que, en fait, toi tu connais beaucoup plus de choses sur le VIH finalement que moi, en tout cas toute une période que moi je ne connais pas. Et je pense que c'est important que tu me racontes un petit peu comment toi, à cette époque-là, parce que moi, quand je fais une annonce de séropositivité pour le VIH, maintenant, en fait, mon discours, il est tout de suite accompagné avec de la perspective, des propos qui sont quand même très rassurants, parce que maintenant, à l'heure actuelle, on peut vivre, on ne dit plus qu'on est infecté par le VIH, et on vit avec le VIH. Donc, raconte-moi un petit peu, toi, comment, à cette époque-là, les médecins, ils t'annonçaient et quelles étaient les perspectives, parce que j'imagine que ce n'était pas pareil. Non, le message, en fin de compte, enfin, c'est même pas un message, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il y avait cette impression d'être autant décontenancé que nous. Et on peut le concevoir, parce qu'en fin de compte, on venait d'apprendre qu'un virus commençait à décimer autant les hommes que les femmes, qui était plus ou moins, alors ça c'était une autre problématique, mais qui était un peu difficile à vivre. Moi j'avais du mal à le vivre, c'est qu'en fin de compte il avait été logotisé, surtout par rapport aux homos, et automatiquement on voyait partout le cancer gay, le cancer gay, le cancer gay. Donc d'être juste à la découverte de sa
sa sexualité, si je peux me permettre ainsi, et de me lancer dans la vie affective en étant un homo logotisé, entre guillemets, séropo, c'était lourd à tenir. Et le médecin, en fin de compte, celui qui m'a épaulé le plus, c'est mon médecin traitant, parce qu'en fin de compte, il n'avait pas d'a priori sur telle ou telle chose. J'ai eu plus de mal avec le médecin hospitalier qui, comment dirais-je, il a fait une fixette sur le fait que j'avais eu des relations non protégées. Donc ça, c'était le fait. De toute façon, c'était fait. Je ne peux pas revenir en arrière. Et à chaque consultation, c'était un peu le ressac. À chaque fois, il me disait la même chose. Il me disait, oui, mais si vous voyez, si vous aviez eu un peu plus, une once de... Un discours culpabilisant. Voilà, culpabilisant. Voilà, je cherchais le terme, merci. Et tu vois, ce qui était un peu compliqué, c'est que moi, j'avais besoin d'informations pour me dire, mais c'est quoi cette saloperie du virus, hein, excusez-moi du terme. Comment je vais faire pour pouvoir m'en sortir? Et la seule réponse, c'était cette culpabilité d'être... fautif, hein, je reprends un peu les termes qu'il utilisait aussi, mais qui ne répondait pas à mes questions. Mais parce qu'en fait, je pense qu'il ne savait pas répondre. Voilà, il ne savait pas, mais il ne voulait pas l'accepter. Oui. Et ça, je le conçois aussi, c'était pas évident. Il n'était pas jeune médecin non plus. Et c'est en fin de compte, lorsque j'ai demandé à quitter Pasteur et arriver à la Salpêtrière, que j'ai rencontré toute l'équipe, donc Katlama, le docteur Katlama notamment, et tous les jeunes qui sont maintenant connus et que tu dois connaître aussi, et qui ont eu cette... moi j'appelle ça de la douceur, de l'humanité et autres, c'est-à-dire que même dans la salle d'attente, ils n'avaient pas le temps, ils couraient partout, ils prenaient 3 minutes pour venir te voir, pour te dire la main sur l'épaule, ça va. Enfin, il y avait un contact. Et ouais, quelque part, j'aurais bien voulu, pas bien voulu, mais j'aurais voulu avoir ces premiers instants d'annonce avec eux, parce que sur les amis que je connaissais qui étaient suivis à la Salpêtrière, il y avait non pas ce discours moralisateur, mais ce discours d'accompagnant. Et cette humilité, juste de dire, ben maintenant on va travailler ensemble. Et ça, je trouve que c'est quelque chose que j'apprécie énormément dans le corps médical, même encore maintenant, c'est souvent ce terme-là. C'est-à-dire qu'on va travailler ensemble. C'est-à-dire que ce soit pour le parcours thérapeutique, pour les soins annexes, il y a cette volonté de construire quelque chose ensemble. Et je pense que c'est comme ça qu'on a réussi à faire des choses très rapides, pour que ça soit par rapport à la prise en charge, mais que ça soit aussi pour la connaissance de chacun. Parce que moi, je me rappelle souvent, on avait je parlais souvent avec mon médecin à la Salpêtre de ce que j'avais pu apprendre en formation, que j'avais pu apprendre à l'association, enfin des choses comme ça. Et ça, c'était très important. Ce qui est pour le VIH, c'est sûr que c'est une maladie qui a une dimension sociale qui est très forte. Donc ne pas la prendre en compte dans la prise en charge des patients, ça me paraît maintenant un non-sens. Et il y a beaucoup d'enjeux à l'heure actuelle sur la prise en charge du VIH, qui est sur comprendre pourquoi les gens ne prennent pas leur traitement, parce que voilà, et c'est sûr que c'est essentiel de pouvoir partager ça avec son médecin. Et du coup, moi, j'ai une petite question à te poser, parce que on a toujours un peu l'impression... on a un rapport, je pense, et j'aimerais bien avoir ton point de vue. C'est vrai que quand on est infectiologue, surtout quand on fait l'annonce, oui. Avec nos patients qui sont, en tout cas, je pense, assez forts, et c'est vrai que, par exemple, nos patients, très souvent, ils nous demandent les renouvellements pour la tension. On a un peu l'impression d'être le super médecin généraliste quand on est infectiologue. C'est ça. Et est-ce que tu as ce ressenti-là aussi de te dire qu'il y a un lien particulier de part, parce que on est aussi un peu à l'endroit où on peut se confier. Est-ce que tu as l'impression que l'infectiologue, dans les médecins qui ont pu te suivre, a un rôle un peu spécial ? Pour moi, je sais que les infectiologues qui ont traversé mon parcours, hein, parce que c'est moi qui ai traversé leur parcours, oui, il y a des choses que j'ai partagées beaucoup plus avec eux ou elles qu'avec mon médecin traitant. Même si mon médecin traitant était Hervé, pour moi, c'était devenu un ami. Il était au courant de tout. Mais ce que je peux voir, et même maintenant, quand il m'est arrivé des galères de santé, là, il n'y a pas très longtemps, c'est avec Blandine, donc notamment à Saint-Louis, que j'arrive à faire et que j'ai pu avancer sur beaucoup de choses. Parce qu'à un moment donné, elle a même si je sais qu'elle n'a pas beaucoup de temps, elle prendra quand même le temps de m'écouter et d'essayer de trouver cette espèce
oui, de coordination entre tout. Mais après, j'ose pas abuser parce qu'on est tous pareils, hein, c'est trop facile. Mais ce rôle-là, je pense que tu en parles et c'est la réalité, c'est que vous avez tous les médecins infectiologues qui m'écouteront. Je pense qu'ils ont ce rôle-là à cœur parce que c'est aussi leur volonté de pouvoir faire en sorte que le patient soit le mieux accompagné thérapeutiquement et même socialement pour qu'il puisse adhérer au traitement et d'être le plus autonome possible. Et ça, je pense qu'il y a que vous, infectiologue, qui avez cette clé. Alors, moi, je vais te dire mon point de vue aussi, c'est que je pense, parce qu'on se pose aussi la question de savoir si le VIH doit être uniquement pris en compte par les médecins spécialistes ou est-ce que les médecins généralistes peuvent prendre le relais. Je pense que c'est une question, je pense que les infectiologues, ils ont fait le choix de cette spécialité et pas pour rien. Et donc, c'est sûr qu'ils ont une écoute par rapport en tout cas, aux questions sociales du VIH, tout ça qui est particulièrement, on va dire, aiguisé pour ça, quoi. Mais je pense que le problème, c'est qu'on ne peut pas demander aux médecins généralistes en formation de prendre en charge des patients qui vivent avec le VIH et qui ont... Il faut qu'il y ait un minimum de formation et peut-être plus que les médecins généralistes qui veulent faire ça, aient plusieurs patients qui vivent avec le VIH. Parce que ça reste compliqué d'avoir un seul patient qui vit avec le VIH et de se sentir complètement à l'aise sur tous les sujets là-dessus, quoi. Donc, voilà. Mais c'est vrai que cette aisance de pouvoir être capable de parler, moi j'ai vu mon infectiologue, de pouvoir parler à un professeur en chirurgie cardiaque qui est un ponte qui m'a opéré là au mois de juillet, de la même façon qu'elle parlait à presque à l'anesthésiste, quoi. Ou même à moi, où elle m'a expliqué des choses, voilà, elle m'a dit voilà, j'ai dit ça, ça, ça et ça, et ça a été vérifié parce que déjà le professeur m'en a parlé, il m'a dit mais elle est géniale. Parce qu'elle a ce côté-là qui est disponible, humain, et qui connaît un peu les subtilités aussi de la personne qu'elle soigne. Et je trouve que c'était important pour lui aussi d'être rassuré. Parce qu'il m'a dit carrément, lui, le VIH, c'est pas qu'il connaissait pas, mais il avait très peu de patients qui étaient touchés, voilà, souffrant de cette pathologie. Et il voulait même repousser l'opération pour diverses raisons, mais pour lui, il était un peu... il freinait, quoi, parce que justement, pour lui, c'était pas sa spécialité. Et là, il a été rassuré Oui, ils ont eu 2 entretiens téléphoniques, il m'a dit. Oui. Et ça, j'en ai reparlé avec Blandine après. C'est vrai que c'est hyper important dans ce rôle-là. Après, comme je lui ai dit, et comme je lui ai dit plusieurs fois, je lui ai dit, écoutez, vous n'avez pas non plus un temps infini, parce que je sais que, hélas, les consultations s'enchaînent. Sinon, il faudrait commencer en début de semaine et finir la semaine d'après. Donc voilà, on essaye autant soit peu, et moi j'essaye de le faire, et même dans les messages que j'essaye de transmettre aux nouveaux contaminés, ou peut-être aux personnes qui sont en suivi, c'est d'essayer de préparer l'entretien un peu avant, histoire de balayer un peu, on va dire, le côté médical. Voilà. On balaye un peu les côtés médicaux. J'aime pas le terme balayer, mais c'est au moins de revenir sur l'essentiel et de se garder un peu de temps, même si c'est que 5 minutes. Mais voilà, de se dire, voilà, comment vous allez, comment tu vas. Voilà, c'est tout simple, mais ça fait un bien fou. Parce qu'en fin de compte, dans la salle d'attente, et on est tous pareils, même si moi je suis à l'aise, oui et non, mais je suis à l'aise, même dans la salle d'attente, je mets mon masque, je mets mon costume, je suis fermé. C'est ça, c'est problématique, mais on est tous pareils. Et alors du coup, j'ai une question. Est-ce que toi, t'engager pour parler du VIH, ça a été quelque chose qui a été important pour toi ? Alors, ça a été plus qu'important parce que pour moi, ça a été, c'est arrivé à un moment où, alors c'est peut-être aussi par rapport à ce qui se passait avec un de mes membres de ma famille, qui était touché aussi, donc il me racontait un peu comment ça se passait en province. Ils ont vécu des choses pas possibles, hein. C'était assez tout ce qu'on voyait dans les journaux, la violence verbale, le rejet, c'était à Paris, on le voyait un peu différemment, et c'est ça qui a fait m'engager dans le milieu associatif, déjà pour comprendre comment fonctionnait le VIH, mais aussi pour comprendre et d'essayer de faire passer des messages en disant qu'à un moment donné on n'était pas des pestiférés, on est des êtres humains. Une personne séropositive, même maintenant, avant tout c'est un être humain, qu'elle soit un homme, une femme, un enfant,
ou un ado, c'est un être humain. Il a tout à fait le droit de vivre, il a ses droits, et il a même la parole, et c'est ce que j'engage souvent les personnes à faire, c'est que quelque part, moi, ça m'a permis de me reconstruire, parce que l'annonce, ça m'a détruite. Pendant plus de 4 ans, je me suis complètement coupé de tout, et je me suis noyé dans le boulot, c'est tout. Le seul résultat que ça a eu, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas de traitement, ça m'a conduit directement vers un sida. Et de cette partie-là, en fin de compte, je me suis dit, non, je ne peux pas rester dans cette autodestruction, et je vais me faire machine arrière, je vais aller vers les autres, et faire en sorte que, je vais peut-être aller plus loin, c'est que mon parcours puisse servir à ne pas être identifiable comme le bon parcours, mais comme quelque chose à éviter. En se disant qu'il y a des référents médicaux, il y a des infectiologues, il y a des associatifs. Il ne faut pas hésiter à aller les contacter, il ne faut pas hésiter à les rencontrer, parce que même si on ne peut pas copier un parcours, mais au moins l'avantage, c'est que ça permet de se construire son nouveau parcours, parce qu'il y a l'avant et l'après. On le fait à plusieurs. Moi, oui, bien sûr. C'est ça qui est important. C'est un soutien. Et moi, pour moi, ce soutien, au début, il a été un peu chaotique. Parce que j'imagine que dans les associations, tu as rencontré d'autres personnes qui vivent avec le VIH. Exactement. Ça t'a... C'est parce que moi, je peux te dire que ça, j'ai beaucoup de patients pour qui c'est difficile de leur... On essaye de leur proposer de venir dans des associations. Et c'est vrai que c'est très difficile, parce qu'ils restent un peu murés dans leur histoire. Et aussi sur la rencontre amoureuse, sur la rencontre affective. Moi, j'ai plein de patients pour qui se ferment complètement. Et moi, j'essaye d'aborder la question et de voir comment on peut les aider là-dedans. Mais c'est vrai que parfois, de notre point de vue, c'est un peu dur, parce qu'on a envie de pouvoir aider sur ce cap qui est plus de l'ordre sociologique. Et on est un peu limité, parce que quand la personne veut pas et veut s'enfermer par rapport à ça, c'est difficile, quoi. C'est pas évident, quand la personne est bloquée, de se dire à un moment donné, il faut pas forcer la main. Je pense qu'à un moment donné, il faut laisser à la personne le temps d'assimiler déjà beaucoup de choses. La maladie, la prise en charge des médicaments, les examens, enfin plein de choses. Le regard des autres aussi, parce que le regard des autres, qui est souvent silencieux, fait plus de mal que celui qui est parlant. Et quelque part, moi, ce qui m'a permis de commencer ma reconstruction, c'est le témoignage. Enfin, quand j'ai commencé à témoigner en écrivant à moi-même, tout simplement. J'ai pris une feuille de papier, je me suis écrit à moi-même. Voilà, ce que je ressentais, quelles étaient mes douleurs, mes peurs, mes craintes. Ça peut surprendre, mais ces choses-là, c'est que j'ai pas gardé. Parce que justement, pour moi, au début, je voulais les conserver pour dans plus tard, comme je disais à l'époque, pour dans plus tard. Et quand mon sida a été déclaré, donc j'ai tout bazardé parce que je pensais ne pas pouvoir survivre. L'élément qui m'a donné envie de franchir le pas de la visibilité, en fin de compte, c'est le SIDAction. C'est le fait que j'avais des amis, notamment dans les associations, qui témoignaient alors à visage flouté, pour des raisons à l'époque communes. Et c'est la perte de mon boulot après la période SIDA, donc dans les années 99, voilà, j'avais plus rien à perdre quelque part, puis j'en avais un peu assez de cette fausse comment on dit, cette fausse information, parce qu'en fin de compte, on dit il y a une personne qui va témoigner de sa séropositivité. Je dis pas qu'il faut tous le faire à visage découvert, mais voilà, je trouvais ça que ça faisait faux. Et donc j'ai dit non, moi je témoignerai à visage découvert. C'était, je me rappelle, pour la création de la haute autorité de la lutte contre la discrimination, qui est devenue un de mes chevaux de bataille depuis ce temps-là. Et c'était cette histoire de violation du secret médical d'un de mes patrons, et qui m'avait conduit de mon poste de conseiller commercial aux archives en 6 mois de temps. Et ça, je trouvais ça tellement... J'avais pas les moyens de trouver d'autres termes que de dire que la violence du regard, la violence de
du non-dit, et puis de créer, en fin de compte, ils avaient créé, en fin de compte, une vie. Ils m'avaient créé une vie, quoi, en fin de compte. Et je dis non, je suis désolé, mais ça ne sera pas comme ça. Et plutôt que d'être complètement soumis par le système, tu as préféré te dire, allez, je renverse. De toute façon, quelque part, je n'avais pas le choix parce que j'étais tellement mal, j'étais vraiment tellement mal que je me suis dit, c'est soit j'y reste, ou alors je continue, ou je rebondis, je me bats. Et sur la vie, même, je me rappelle à l'époque, j'étais plus ou moins accompagné par des personnes associatives, qui m'accompagnaient dans les témoignages. Ils me disent, mais t'es sûr que... J'ai dit, oui, moi j'y vais maintenant. Je peux plus. Et donc de là est partie cette fabuleuse aventure. Ensuite, j'ai eu quelques médias, mais ça n'a pas été le plus important. Le plus important, c'est quand j'ai rencontré les jeunes dans les lycées, dans les facs. Et là, quand on est devant 200 ou 300 jeunes médecins, ou même des ados et autres, et là, c'est fantastique parce qu'en fin de compte, même s'il y a des fausses notes dans le discours, ça passe. C'est-à-dire que moi, j'ai eu les premières fois, je l'ai eu dans les premières questions, mais comment vous avez fait pour vous faire contaminer ? Bon, alors la première fois, on esquive, la deuxième, puis la troisième, on le dit, parce que oui. Ils ont besoin de cette information aussi-là. Et puis après, c'est souvent... et puis après, il y a d'autres choses qui se mettent en place. Et c'est aussi un combat qui est tourné vers les autres. Et puis c'est un combat qui est tourné vers les autres surtout, parce que c'est aussi le fait, comme je disais tout à l'heure, c'est... Je ne vais pas dire ne fais pas, fais ce que je dis, fais pas ce que je fais, mais c'est que ce parcours, il a été, hélas à l'époque, maintes fois répété. J'ai des amis, moi, qui ont quitté, qui se sont donné la mort parce que leur patron avait découvert qu'ils étaient séropos, parce qu'il y avait tout ça. Et ça, je trouvais ça tellement violent et tellement injuste, parce que personne n'en parlait, qu'à un moment donné, il fallait que ça avance, qu'on puisse essayer de construire quelque chose. Et c'est vrai que j'ai connu les bonnes époques d'Act Up, j'ai connu aussi les époques de Aide où on était, on y allait dedans, quoi. Et bizarrement, ce qui peut surprendre, et on n'en parle pas beaucoup, notamment dans les rétrospectives, derrière nous, qui c'est qu'il y avait ? Le corps médical. Et ça, c'était, je me rappelle de ces jeunes médecins qui étaient avec nous, c'est pas eux qui nous poussaient à la roue, au contraire, mais qui étaient avec nous pour nous apporter aussi les éléments pour pouvoir aller râler au ministère de la Santé, les choses comme ça. Et c'est comme ça qu'on a pu avancer et construire quelque chose qui fait que maintenant, alors je dis pas que c'est toujours facile, loin de là, parce que même moi, avec un certain nombre d'années de séropositivité, j'en prends plein la figure encore maintenant. Je veux dire, donc, on va dire, pas socialement, parce que j'ai la chance d'avoir un boulot, mais administrativement, ça devient, c'est de la folie totale, quoi. Alors, qu'est-ce que tu veux dire en deux mots, là, administrativement, là, depuis le mois de juillet, par exemple, donc là, nous sommes en mi-octobre, pardon, presque, mon dossier sécurité sociale et indemnité journalière est totalement bloqué. D'accord. J'en suis à ma 6e réclamation, 3e sollicitation du médiateur, je n'ai aucune réponse maintenant. Et donc c'est une violence qui est administrative là. C'est violence administrative, mais c'est même sur les écrits. Dans les écrits, moi le dernier message que j'ai reçu là il y a 3 jours, avant le week-end, grosso modo on m'a fait comprendre que je coûtais cher à la Sécu, quoi. Ah bon ? C'est tourné de telle sorte. Ah ouais ? Et je l'ai gardé le message parce que j'aurais dû le ramener parce que vous représentez un certain coût. Et ça, c'est le genre de choses, moi je l'entendais quand j'étais jeune séropo, si je peux me permettre, parce que maintenant je suis un peu plus âgé, mais voilà, c'est le genre de choses que j'entendais il y a 30 ans en arrière. J'ai réécrit là-dessus, j'ai renvoyé un mail, je leur ai dit, mais écoutez, vous savez ce que ça peut représenter, ça ? J'ai pas eu de réponse. Donc de là, j'ai saisi le médiateur, on verra bien. Mais c'est le genre de choses qui... Ah bah oui, c'est d'une violence. Ça dérape. Je trouve que de répondre, non, je suis désolé, on n'a pas le temps. Enfin, c'est même pas le fait de dire qu'ils n'ont pas le temps ou ils sont surchargés, mais c'est la violence de la non-réponse et de plus ou moins faire comprendre, parce que je suis pris en charge à 100% pour le VIH, pour d'autres pathologies, mais que à un moment donné, on nous fait comprendre que bizarrement les délais s'allongent et ainsi de suite. On est sur là, moi, ça fait plus de 3 semaines que je suis sur des attentes de paiement qui sont non motivées. Mmh. Et puis, il y a d'autres choses aussi. J'ai eu des dossiers qui ont été rejetés, notamment pour des prises en charge hospitalières,
où là, le médecin m'a dit, mais c'est pas normal. Il prenait le téléphone et il allait directement par le médecin conseil et puis dire, mais c'est quoi ce comportement, quoi. Non, mais je pense qu'il y a des professionnels qui se rendent pas compte de la violence de leurs propos et je peux te dire que moi, j'ai eu une patiente comme ça que j'avais adressée qui souffrait d'un surpoids et qui voulait vraiment voir pour une chirurgie. Et donc, j'avais fait un courrier et tout. Au médecin et elle me dit mais le médecin m'a limite dit soyez contente qu'on vous paye vos traitements, donc c'est des choses qui sont c'est ça. Mais je pense que effectivement il y a des gens des médecins qui se rendent pas forcément compte des propos qu'ils peuvent tenir. Bon, après je passerai notamment sur la CAF qui a, à force d'insistance par courrier et autres, m'a fait reconnaître le fait de vivre en couple. Enfin, il y a que des choses comme ça, mais c'est à un moment donné les personnes qui sont des juristes qui sont quand même dans des structures là quand même publiques. À un moment donné, je me demande ce qu'ils ont dans la tête, quoi. Bon, bref, il faut leur boulot, ça je sais, mais à un moment donné, c'est pas normal que à un moment donné, pour une raison médicale qui n'est même pas fondée, on vous dise à un moment donné, mais désolé, vous coûterez trop cher. Enfin, vous représentez un certain coût. Voilà. Bon, je dis, moi je veux bien, je représente un certain coût, mais je dis, mais votre travail représente aussi un certain coût pour la société. Donc je dis, je pense que entre nous deux, je pense que c'est vous qui coûtez le plus cher. Voilà. C'est le genre de répartie que j'ai quelquefois en ce moment, mais c'est aussi pour montrer qu'à un moment donné, ok, on a une prise en charge qui nous permet de pouvoir avoir les traitements. On a cette chance-là dans nos pays. D'autres n'ont pas ce bénéfice-là. On n'en abuse pas, on ne va pas les revendre au marché noir, les médicaments, non, ça c'est pas évident, puis ça ne marcherait pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout de suite, on va nous confronter en nous disant, mais ah oui, mais votre ordonnance, chaque mois, c'est tant. Voilà. Mais non, si on les a, c'est que c'est pour nous, c'est pour pouvoir permettre de continuer à être accompagné et vivre, on va dire, normalement aussi. Mais de l'autre côté, c'est un faux procès parce que, quelque part, si les prix sont aussi élevés, c'est qu'il y a bien une raison derrière. C'est que c'est aussi... Bon, c'est pas le but de l'échange, mais voilà, il y a d'autres choses derrière qui font aussi qu'on oublie un peu le côté... c'est pas toujours le patient qui est responsable de tout ça. Et c'est trop facile lorsqu'une personne est faible. Et ça, c'est un message que je lance, c'est que, voilà, il faut en parler à son médecin, son infectiologue, et c'est ensemble que vous arriverez à contrer ce genre de choses. C'est ça, pour moi, je sais que c'est la plus grande force qu'on peut avoir à deux, avec son médecin, son infectio, ou les trois en même temps, c'est ça, c'est de contrer cette machine administrative qui devient complètement folle, quoi. On en revient à des situations je te dis, des années 80, 85, 90, quoi, ça fait peur, quoi. Voilà, je voulais juste fermer la parenthèse, mais tout simplement, c'est que ça redevient, hélas, à la mode. D'accord. Et je continue, et je continuerai toujours, comme je le faisais avant, c'est à témoigner aussi dans les entreprises, qui sont un peu plus difficiles d'accès, mais pour avoir fait des tests auprès de certaines structures, le résultat était très, très, très demandé, autant par les employés que par la direction, parce que justement, ça permettait justement de libérer la parole et puis surtout de pouvoir réintégrer des personnes qui étaient justement dans un cadre de maladie ou de longue maladie, justement liées à certaines pathologies lourdes et qui, à un moment donné, les collègues se rendaient compte que c'était pas si terrible que ça et que la personne, même si elle était arrêtée comme ça circule des fois dans les couloirs pour une maladie sexuellement transmissible hautement contagieuse, c'est le genre de choses que j'ai déjà entendues. Cette personne-là, elle avait tout à fait le droit de travailler. Et c'est pas parce qu'on est séropo qu'on n'a pas le droit d'être chauffeur de bus, d'être pilote d'avion, je sais pas, moi, gardien de prison, policier ou autre. Et ça, faut pas se l'interdire. Au contraire, c'est vivre ses rêves et essayer de se dire que, ok, c'est un accident de parcours. Faut s'aider, et être épaulé par les autres pour pouvoir rebondir et reconstruire son parcours, quoi. Ok. Alors moi, Joël, j'avais une question dans tout ton engagement. Est-ce que du coup, l'arrivée de la PrEP a changé quelque chose? Parce que c'est vrai que maintenant, on a un traitement qui est en prévention du VIH. C'est quelque chose qui est
formidable. Est-ce que c'est quelque chose qui, dans ton engagement, tu t'es dit, il faut aller parler de la PrEP parce que c'est vrai que parfois, nous, en tant que médecin, on a un peu cette frustration de vouloir proposer et ne pas arriver à atteindre les personnes pour leur proposer, quoi. Est-ce que toi, de ton point de vue, ça a changé quelque chose, ça, la PrEP, dans ton engagement ? Alors, la PrEP, au début, donc on avait eu tous plus ou moins le même discours, mais c'est vrai que la PrEP a été une sacrée avancée parce qu'on a pensé justement aux personnes qui ne se protégeaient pas, pour des raisons X ou Y, qui ne s'étaient jamais fait dépister, mais puis qui avaient par contre cette possibilité de pouvoir se dire à un moment donné, il existe un traitement donc qui pourrait limiter une nouvelle contamination. Au début, j'étais pas persuadé que ça allait fonctionner, que ça allait partir dans tous les sens. C'est-à-dire que ceux qui utilisaient le préservatif, on se dit il n'en met plus et on fait n'importe quoi. On prend juste une pilule et puis voilà. Et puis en fin de compte, c'est avéré que les gens se sont l'appropriés. Alors, il y a l'avantage, c'est que vous et toi, dans ton accompagnement, il y a eu beaucoup d'informations. Et ça, c'est très, très, très fort. Par contre, il y a eu d'autres personnes qui sont passées par le médecin traitant juste pour avoir. Et là, le médecin traitant était un peu. Mon médecin me l'avait dit. Il m'a dit, mais des fois, on me le demande. Et je dis, je sais pas quoi dire. J'y vais dans ces cas-là. Tu orientes ou je sais pas. Il me dit, oui, mais j'ai pas le temps. Il me dit, j'ai pas le temps. Donc, et puis, je peux pas rentrer dans le détail. Ça y est, maintenant, les médecins généralistes peuvent prescrire la PrEP. Ils peuvent prescrire la PrEP. Effectivement, probablement. Plus les sensibiliser par rapport à ça. Tout à fait, parce que derrière la PrEP, ok, c'est bien, ça existe, mais c'est pas non plus la pilule miracle. C'est pas ce qui va permettre de ne pas être. Alors je vais peut-être dire une bêtise, hein, j'en sais rien, mais de ne pas être non contaminé, parce que tout simplement, chacun est différent par rapport à son organisme, donc on ne connaît pas le passé de chaque personne pour se dire, ok, toi tu prends ça parce que c'est comme ça, et toi tu vas utiliser le préservatif va être toujours là. Mais je pense que ça a été un outil supplémentaire, comme les TROD, les fameux tests rapides. Pour moi, c'est un outil supplémentaire. C'est-à-dire que pour moi, je l'imposerai pas à tout le monde. Alors l'imposer sûrement pas. Sûrement pas, parce que déjà, c'est pas mon rôle, et puis d'autres, c'est pas le but. Comme la PrEP, c'est pareil, le but, c'est pas de mettre tout le monde sous la PrEP, c'est de se dire, d'avoir un discours autour et d'apporter une réponse à la question que cherche la personne. Si la personne te demande la PrEP, c'est que derrière, il y a une problématique avec le préservatif, parce que jamais elle a peut-être eu l'information nécessaire sur l'accompagnement préservatif, je sais pas. Hein. Ou alors, dans son parcours, elle a croisé quelqu'un qui, justement, était séropo et qui l'a fait réfléchir. Donc, moi, je pense que ce qui est bien, c'est que c'est un outil complémentaire. Après, il faut pouvoir se poser et d'avoir les bons moyens de communication pour... Voilà, de se dire à un moment donné, moi je suis médecin, moi j'en prends note et on va voir comment on peut essayer de voir cela. Et puis ensuite, on prenait des informations auprès des assos pour essayer de voir aussi comment on peut avoir des compléments d'informations beaucoup plus dilués, hein, parce que il y a tellement d'informations derrière la PrEP qu'on pourrait y passer la journée presque, mais je pense qu'à un moment donné, pour moi, c'est des outils complémentaires comme le préservatif féminin. Ça fait partie de la gamme qui permettent d'éviter une contamination. Après, ça va être utilisé par certains un peu trop abusivement, et c'est là que le côté médical va nous rattraper dans ce côté associatif préventif. C'est qu'à un moment donné, c'est que si à force de prendre un traitement, au bout d'un moment, le corps s'adapte et les effets sont beaucoup moins réels. Donc il y a peut-être ce risque-là à mettre en avant si la personne va prendre la PrEP, on va dire, je ne vais pas dire comme un cachet d'aspirine parce que ça serait vraiment très fort, mais c'était un peu ce que moi j'en pensais au début. C'était tes inquiétudes. Mes inquiétudes, c'était que celui qui avait, entre guillemets, de l'argent va pouvoir prendre la PrEP, celui qui n'en a pas ou qui est obligé de passer par le médecin... Après, c'est remboursé là. Voilà, c'est remboursé. Mais au tout début, moi c'était un peu l'inquiétude, c'était un peu ce qui me faisait peur. C'est-à-dire qu'on ait Qu'on banalise un petit peu le VIH, c'est ça ? Ah non, moi au contraire, non pas qu'on banalise le VIH, mais qu'on banalise le fait qu'il existe un traitement, tout simplement, un comprimé qui permet d'éviter d'utiliser le préservatif. C'est juste ça. Voilà, c'était un peu ma crainte, et que certaines personnes puissent l'utiliser
parce qu'elle avait les moyens de pouvoir s'acheter une boîte à X centaines d'euros, quoi. Voilà, c'était plus par rapport à ça ma crainte. Après, c'est avéré que non, ça s'est formalisé, ça s'est adapté, je dirais presque, enfin moi j'espère, aux personnes. Moi, les personnes qui prennent la PrEP, dans les accompagnements, dans les échanges que je peux avoir, c'est les personnes qui ont eu un entretien avec le médecin, avec le cas échéant un affectio quand ils ont pu avoir un rendez-vous aussi, mais aussi par rapport à l'associatif, ils ont pu avoir cette information complémentaire et de se dire voilà, maintenant je vais faire le choix, on ne me l'impose pas, et c'est ça qui est important. On reste toujours dans cette culture d'accompagner et d'éduquer le patient sans être ah bah si tu dois prendre ça, tu dois prendre ça. Ça, c'est important. C'est une offre en plus, en fait, pour moi, c'est une offre en plus, tout comme peut-être il est difficile de faire un test de dépistage. Ben, il y a les TROD. Il est peut-être difficile de faire autre chose. Difficile de parler. Test rapide. Finalement, toute personne a un peu son moyen peut choisir la prévention qui lui correspond le plus, c'est ça? Je ne vais pas dire une prévention à la carte, mais c'est presque cela. Parce que derrière, moi en tant qu'animateur bénévole, mais c'est vrai que on travaille beaucoup sur le fait de connaître aussi les nouveautés, de pouvoir aussi apporter aux autres ces condensés d'informations. Parce que sinon, il y en a des quantités. Et ces condensés de nouveautés qui existent, justement pour éviter d'avoir un discours faussé devant un public ou même dans un entretien privé. Parce que c'est très important. Il y va pas de la vie, parce qu'on n'en est plus dans de ce côté-là, mais il est quand même important que la personne ne se retrouve pas contaminée parce qu'on a loupé un entretien ou on a loupé une information qui est très importante quelquefois. C'est un peu comme si on disait écoute, la capote, tu fais comme tu veux, hein, mais c'est trop important pour cela. Ou même tout simplement lorsqu'il y a un désir d'enfant et ou pas de désir d'enfant, où on est dans une relation un peu extra-conjugale ou extra relationnelle, et c'est un peu compliqué de se dire non, écoute, tu fais comme tu veux, hein, c'est ton problème, hein, si c'est toi qui as envie de fauter, tu vas fauter. Alors moi, c'est le genre de choses que j'ai entendues, par exemple. Voilà, t'as fauté, tu payes. Non, je suis désolé, mais c'est pas aussi simple que ça. Donc toi, Joël, là, quand tu regardes un petit peu ton parcours, toute cette histoire avec le VIH, comment est-ce que tu vois les choses? Quels sont les mots que tu voudrais dire maintenant avec toute cette histoire qui est finalement assez longue? Comment est-ce que tu voudrais, en quelques mots, conclure En quelques mots, pour conclure, c'est que je pense que j'ai eu la chance, pas professionnellement parlant, mais au moins médicalement parlant, d'avoir rencontré les bonnes personnes au bon moment, d'avoir aussi forcé le destin lorsque j'avais pas les bonnes personnes. Et de l'autre côté, d'avoir cherché ces informations qui me permettent maintenant je suis pas un expert, loin de là, mais c'est de me dire que ce que je vis actuellement, ce qui est un peu ma seconde naissance, hein, depuis 2000 exactement, c'est grâce au corps médical que je l'ai eu, c'est grâce aux jeunes que j'ai rencontrés sur les forums, dans leurs bahuts, dans les facs. Les plus anciens qui m'ont quitté, hélas, parce que tout simplement parce qu'ils étaient plus âgés, puis d'autres qui m'ont quitté trop vite, des amis qui m'ont quitté trop vite, et ça c'est la partie la plus difficile. Moi je dirais, il faut toujours y croire. C'est-à-dire que quand ça va pas, quand il y a quelque chose qui est un peu plus difficile à vivre, juste se dire à un moment donné, je vais en parler au médecin. Je sais que c'est un peu la facilité peut-être, mais quelque part c'est la seule personne que le patient va rencontrer durant tout le mois, ou peut-être durant le trimestre. Donc, quelquefois, ce moment de comment tu vas ou comment allez-vous, ça va avoir son importance. Et moi, je sais que ça m'a permis, étape par étape, petit peu par petit peu, à me dire que quand j'allais en consultation, on allait me demander aussi ce que je faisais à côté. Quand j'étais en arrêt maladie et que j'étais incapable de faire quelque chose, avec le médecin, quand on se voyait, il me disait qu'est-ce que tu fais? J'ai dit écoute, je fais un peu de bénévolat, je fais des choses comme ça, mais il me dit c'est très bien. Puis après on se rencontrait sur des forums et choses comme ça. Et c'est tout ça. Donc en gros, c'est le soutien humain que tu as reçu
que ce soit de la part du corps médical, à l'hôpital, plus globalement, et en fait, à travers les associations, quoi. C'est vraiment le soutien humain qui a permis de surmonter, parce que c'est vrai que j'ai vécu beaucoup de choses assez lourdes. Ouais, assez lourdes, mais oui, c'est ça. Ça m'a permis aussi ça m'a permis aussi de reconstruire de me reconstruire moi-même, de reconstruire le Joël qui avait été complètement explosé en 92, qui avait complètement explosé en 92. Ça a mis du temps. Oui, ça a mis du temps parce qu'en fin de compte, maintenant je suis en couple avec un garçon séronégatif. Et on a abordé au début enfin, je sais même pas, non, c'est moi qui ai abordé la question de la séropositivité en lui disant, bah écoute, si tu veux aller plus loin, sache que je suis séropo. Et puis il m'a répondu oui. Voilà, comme si c'était... oui, je sais plus, non, il va encore me rattraper, je pense. Mais il va dire non, mais il a dit ah bon, enfin c'est... Mais ça, c'est aussi grâce à tes combats. Parce que si les mentalités ont évolué, c'est aussi grâce à tout ce que tu as fait. À nos combats. À nos combats, alors. Je dirais plus à nos combats, parce que je crois que je ne suis pas tout seul dans ce même bateau. Bah, ceux qui sont devant la lumière, ceux qui arrivent à pouvoir aussi exprimer leurs doutes, leurs craintes, leurs peurs, mais c'est tous ceux qui sont aussi dans l'ombre, qui font que, grâce à eux, ben, on en est là maintenant. Et je crois que j'aurais des pelletées de merci à dire, et je le dis souvent, parce que si il n'y avait pas eu tout cela, toutes celles et tous ceux que j'ai croisés et qui m'ont dit, mais écoute, au bout du tunnel, il y a encore un peu de lumière, et ben, je crois que je ne serais pas là aujourd'hui.